Il est 11 h, on commence. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par Ipon Technologies. Aujourd'hui, on va aborder le thème comment utiliser sa stratégie et les performances de son e-commerce B2B avec Sophie, Maritza et Ramzi qui vont se présenter d'ici quelques instants. Alors Ramzi, si tu veux bien passer la slide suivante. Hop. Donc, je suis responsable marketing com d'Ipon. Je serai l'animatrice de ce webinaire et surtout timekeeper. Donc, je me permettrai d'intervenir si nos intervenants sont un peu trop longs, puisqu'on essaie de ne pas dépasser le créneau. Donc, on a une demi-heure de présentation, d'échange, et puis ensuite un quart d'heure de questions-réponses. On sait que votre temps est précieux, donc on va faire au mieux pour tenir ce timing. Je vous ai juste replacé là le panneau de contrôle que vous avez sur votre droite. Donc, vous pouvez poser des questions. Certains sont déjà en train de le faire, le font déjà, donc c'est super, vous avez compris le mécanisme. N'hésitez pas à les poser tout au long de la présentation, c'est plus simple des fois que de les garder pour la fin. De toute façon, j'interromps pas les intervenants pendant leur présentation, je les poserai seulement dans le quart d'heure de fin dédié aux questions. Voilà, et puis je laisse chacun de nos intervenants se présenter. Sophie, si tu veux commencer. Bonjour à tous et à toutes, donc Sophie Guignard, je travaille chez Engie Digital et je suis Head of Biwi. Biwi, c'est la plateforme d'économie collaborative du groupe Engie. À moi, donc bonjour à tous, je suis Maritza Abreu, donc je suis Practice Leader Design chez Ipon. J'ai plus de 13 ans d'expérience dans la création d'expériences dans les secteurs du B2B et du B2C également. Donc, à mon tour, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Ramzi Ramrani. Je suis directeur de la practice Digital Marketing chez Ipon. Je travaille dans l'univers du digital depuis 16 ans à peu près sur différentes problématiques, que ça va du retail à des problématiques e-commerce B2B, sur des problématiques que ce soit de parcours client, analytique, marketing digital pur, CRM, ainsi de suite. Donc, je commence, donc c'est à moi de prendre la parole pour vous, pour commencer ce webinaire. Donc, ce webinaire, en fait, on va parcourir trois grosses parties. Donc, la première partie, ça sera une introduction à la stratégie e-commerce en 2020, le contexte actuel, bien sûr. Sophie nous présentera la plateforme Biwi. Après, il y aura Maritza qui va parcourir l'ensemble des problématiques liées au B2B sur l'expérience client et l'UX. Et ma partie après sur la partie marketing et la performance e-commerce en B2B. Et une conclusion. Et on aura à peu près une dizaine de minutes, un peu plus, on espère, pour vos questions, pour une session de questions-réponses. Donc, pourquoi ce webinaire? Pourquoi on avait envie de vous parler de ce sujet-là déjà aujourd'hui? Déjà à savoir, on est Ipon, donc on a énormément de clients dans ce secteur du B2B. Aujourd'hui, on a conscience que l'acte d'achat est un moment clé de la relation client. Dans ce contexte-là de crise, disons où les commerciaux auront plus de mal à avoir un contact direct avec leurs clients, ou en tout cas moins en tout cas qu'auparavant. L'idée était d'aborder ce sujet-là et de voir comment le digital et le rôle du e-commerce dans ce parcours-là. Souvent, on associe crise à frein en termes économiques, sociétal aussi, un changement en tout cas sociétal. Et aujourd'hui, nous, Ipon, on se positionne sur le fait d'accélérer les performances de nos clients. Donc, ça nous a paru logique et logique d'en parler et de parler de ce sujet-là, notamment dans ce moment-là. Donc, le contexte, vous le connaissez normalement, en tout cas vous le connaissez tous. Le e-commerce est en progression, le e-commerce B2B est en progression. Aujourd'hui en 2020, une vente sur 4 effectuée en ligne vient du B2B. Il y a 86% des entreprises B2B qui offrent de l'achat en ligne, donc il y en a beaucoup en tout cas qui commencent à comprendre l'intérêt et la pertinence de vendre en ligne directement, en tout cas d'avoir la capacité d'adresser ce levier économique. Et on a 45% quand même des entreprises B2B qui ont du mal en tout cas à aborder un ensemble de leviers et mettre ça sous l'effigie d'une stratégie marketing. Donc
ils mettent en place, c'est des entreprises qui mettent en place des blogs, qui sont présentes, des entreprises qui sont présentes sur les réseaux sociaux, qui utilisent les outils digitaux, mais sans pour autant avoir une stratégie globale. Donc, la cible, parce que c'est un élément clé du B2B, la cible aujourd'hui est une cible qui se rajeunit. Souvent, on a dans notre conscience l'acheteur qui est une personne assez avancée dans l'âge, donc 40, 50 ans, même plus, 60 ans. Et là, aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que l'acheteur, c'est 73% des millennials. Donc, du coup, ils sont plus jeunes et ils sont forcément moins nombreux qu'en B2C en termes de clients directs, mais ils sont là. Le client est plus complexe, plus réfléchi. Il joue souvent un rôle dans la process des décisions. Donc, même s'il est impliqué dans ce process de décision, on va revenir sur ce process de décision, mais le process de décision aujourd'hui, il est complexe, il implique plusieurs personnes. Le comportement d'achat change aussi. Les acheteurs B2B utilisent leur téléphone de plus en plus pour participer à cet acte d'achat, pour prendre la décision, que ce soit rechercher le produit ou autre. Et ils ont des exigences qui se rapprochent de plus en plus du B2C, donc des exigences liées à l'appétence pour le sens des valeurs, de la marque, la personnalisation, l'éthique, ainsi de suite. Donc ça, c'est des changements concrets et qui vont s'accentuer selon nous dans les prochains mois, prochaines années. Le marché aujourd'hui, il paraît comme un marché Eldorado, disons. Je parle du marché B2B dans sa globalité. Pourquoi? Parce que c'est des coûts d'acquisition plus bas que la moyenne en général, la concurrence plus faible, un panier moyen plus élevé forcément dans la majorité des cas et un client plus fidèle. C'est une moyenne, hein. C'est pas, je sais très bien qu'il y a certains parmi les entreprises B2B qui ont des coûts d'acquisition plus hauts que la normale, voilà, mais c'est une moyenne dans le secteur. Donc ça paraît comme un Eldorado aujourd'hui, sauf que il y a énormément d'acteurs qui se rentrent sur ce marché-là, que ce soit les experts du e-commerce qui viennent au B2B comme la Fnac, Amazon, comme les experts du B2B qui viennent au digital, comme les pure players qui viennent au B2B, comme les marketplaces aussi qui aujourd'hui sont de plus en plus présentes en B2B, qui se positionnent comme un tiers aujourd'hui dans cet acte d'achat. Donc, ça paraît Eldorado, mais en fait, il y a tous ces acteurs-là qui rentrent, plus la nécessité de convaincre, comme on a dit, une cible qui est multiple. Donc, aujourd'hui, le process de décision, il se fait sur un parcours de 8 à 9 personnes pour prendre une décision d'achat en B2B. Donc, la cible est multiple pour adresser vraiment cet acte d'achat. Et dans certains secteurs, la cible est ultra sollicitée. Donc, du coup, c'est compliqué de l'adresser en termes marketing. Plus les contraintes techniques qu'on va mettre sur le tas aujourd'hui, les fonctionnalités spécifiques qu'on doit développer en B2B, l'interfaçage e-commerce avec le back-office, le CRM, le RP, et la fragilité du secteur B2B face à une crise comme on le vit aujourd'hui. Donc tout ça fait en sorte que le secteur n'est pas si simple à adresser que ça. Je laisse Sophie nous présenter la plateforme BWI, afin que vous connaissiez un peu plus ce que fait BWI. Donc, à toi, Sophie. Donc effectivement, BWI, si tu peux passer, voilà. Donc BWI, c'est une plateforme d'économie collaborative qui a été créée chez Engie, qui se met au service de la maintenance des opérations du secteur de l'énergie. Alors pour faire simple, on tâche de fédérer finalement dans cette plateforme l'ensemble des pièces industrielles, des pièces détachées industrielles qui permettent de faire la maintenance de nos équipements et qui sont dans nos stocks à l'échelle mondiale. Et donc l'objectif, c'est de les fédérer en un point pour à la fois permettre aux mainteneurs, aux opérationnels en charge de la maintenance d'autres équipements de venir voir si finalement dans le stock d'Engie, ils vont pas trouver facilement et rapidement la pièce dont ils ont besoin pour pouvoir réparer leurs équipements. On va aussi permettre du coup à ceux qui ont des stocks, et on en a beaucoup, de pouvoir réduire une partie de ces stocks qui ne sont pas utiles là où elles sont, mais qui sont utiles à d'autres. Et puis c'est ça qui nous anime dans l'équipe aussi, c'est de pouvoir finalement avoir un impact positif sur notre environnement, puisque l'objectif c'est aussi d'éviter de refabriquer systématiquement des pièces neuves, mais d'utiliser des pièces qui ont été fabriquées, qui sont stockées, qui n'ont jamais été utilisées, qui ne sont peut-être pas là où elles sont, et donc de les faire tourner en quelque sorte pour les faire utiliser ailleurs. Donc voilà en quelques mots BWI. Ensuite, on a essayé de vous présenter un peu le parcours de la plateforme, donc sur la suite.
Donc effectivement, c'est d'abord, on va en parler beaucoup, c'est d'abord un catalogue produit. Et notre objectif de ce catalogue, c'est de répondre à une promesse de je cherche, je trouve. Et donc on fédère tous les stocks de pièces détachées industrielles. Donc on va parler d'équipements électriques, d'équipements mécaniques, de systèmes d'automates. Et on va beaucoup parler de ça puisqu'il y a un vrai sujet, un vrai enjeu sur la qualité des données pour permettre finalement aux acheteurs potentiels, qui sont à la fois des opérationnels ou des équipes achats, de pouvoir trouver ce qu'elles cherchent dans BWI. Et ça, c'est clé. Ensuite, effectivement, une fois qu'on a trouvé sa pièce, on offre un parcours d'achat. Alors aujourd'hui, il est encore assez simple, ce parcours d'achat, et on va voir que c'est un vrai sujet, le parcours d'achat en B2B. Ceci étant, on inclut l'encaissement pour compte de tiers, et donc on va sécuriser le paiement. Et puis ensuite, on a effectivement une stratégie d'acquisition pour aller acquérir à la fois des utilisateurs, des clients, mais aussi des produits, puisque sans produits, on ne peut pas fonctionner. Et puis, comme je l'ai dit déjà, on a une présence à l'international, ce qui va un peu compliquer les choses en termes de culture, en termes de langue, et puis en termes de transport ensuite de ces produits. Voilà, en quelques mots, BWI. Merci Sophie. À toi Maritza. Merci Ramsi, merci Sophie. Donc du coup, effectivement, donc tu parlais des relations à l'international et des comportements. Vous avez aussi parlé un petit peu des attentes des clients B2B. Je vais en parler à mon tour. Alors, de manière générale, le client B2B est avant tout un client. Donc, c'est aussi un client qui a des habitudes au B2C puisqu'il est dans sa vie privée un client B2C. Donc, il s'attend à avoir plus ou moins les mêmes types de fluidités qu'il retrouve dans son quotidien. Cependant, nous allons quand même mettre l'accent sur quelques irritants que nous avons perçus de manière commune chez nos clients B2B. Alors, ils s'attendent à quoi? Ils veulent un paiement plus accessible et plus rapide, un renouvellement des commandes plus facile, c'est-à-dire qu'ils s'attendent à que leurs clients les connaissent et que quelque part puissent presque systématiquement renouveler les commandes, des livraisons donc plus rapides et une personnalisation et optimisation de la recherche, c'est-à-dire que on parle aujourd'hui des recherches assistées, on parle aujourd'hui des recherches par voix, on va en parler un petit peu plus loin, mais toutes ces choses vont faire qu'il y aura des moments de satisfaction plus élaborés chez les clients. Alors, un parcours client sans friction est impossible, je vous rassure. Cependant, c'est possible de diminuer les points de friction des clients. Alors, je vous ai mis ici, si j'arrive à passer, voilà, un parcours client e-commerce B2B classique. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis une petite croix dessus. En fait, donc du coup, ce sont les étapes clés. On va commencer toujours par une recherche, on va passer par une comparaison des produits, évaluer les solutions, il y a une prise de décision qui se fait, un accompagnement, de la facturation, évaluation, recommandation, et je vais appeler ça des briques. Aujourd'hui, c'est impossible de penser qu'on puisse constituer un parcours client linéaire. Le parcours client linéaire n'existe plus. Il n'existe plus parce que aujourd'hui, les clients s'attendent à une cohérence globale dans leur expérience et les différents canaux qui sont aujourd'hui pressants pour accompagner la vente demandent aussi une assistance sur les ventes omnicanales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus penser à un parcours client linéaire avec un seul canal. Il y a plusieurs points de contact et ces points de contact, il va falloir les intégrer dans l'expérience. Donc, il faut penser de manière globale au système parce que ces points de contact intègrent non seulement des points de contact physiques, mais parfois aussi des points de contact humains, puisqu'il y a des personnes, des équipes qui sont au service de ces clients. Alors, les points qu'il faut garder en tête, donc il faut bien sûr prendre en compte la vente omnicanale, faire en sorte que tous les points de contact et que l'expérience qu'il propose soit cohérente. Il faut bien vérifier que l'offre de valeur correspond aux besoins des clients, puisqu'elle est au centre de l'expérience. L'enjeu d'une relation durable aujourd'hui avec les clients est posé sur la fidélisation. Aujourd'hui, on a vu qu'il est moins cher de fidéliser un client que de faire de l'acquisition.
il y a une grande personnalisation auquel s'attendent les clients. Et quand je parle de grande personnalisation, il y a aussi un enjeu et une opportunité derrière. Beaucoup des clients B2B font des tarifs personnalisés vers leurs clients. C'est-à-dire que pour un même produit, ils vont avoir plusieurs tarifs. Et ceci est une opportunité et en même temps un challenge parce qu'il va falloir soigner la communication et soigner les besoins des équipes commerciaux pour pouvoir proposer ces tarifs. Les tendances de commerce B2B aujourd'hui impactent la structure organisationnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si dans un parcours, aujourd'hui, quand donc, du coup, les acteurs de B2B se mettent à poser le parcours de leurs clients, ils se rendent compte qu'il y a des briques qui sont très compliquées à assumer, comme par exemple la logistique tierce partie. Ils se rendent compte, en fait, qu'ils préfèrent concentrer leurs ressources dans la livraison de l'expérience et dans leur core business et donner l'organisationnel à une structure externe afin de pouvoir se concentrer sur le plus important. Donc, ça va avoir un impact sur l'organisation aujourd'hui. Donc, du coup, il faut pour concevoir une expérience globale, moi, je vous invite vraiment à penser centré utilisateur. C'est ce qui va aider à connaître mieux les clients, mais aussi à identifier des opportunités. Et pour faire le lien avec la récente crise sanitaire, aujourd'hui, bien évidemment, les clients B2B se sont tournés vers les points de contact digitaux, mais ils se sont tournés aussi et ils ont envie des relations plus empathiques. Ils sont tournés vers les marques empathiques, les marques qui entretiennent les conversations, les relations. Ça, il reste 2 minutes. Voilà, donc du coup, merci. Alors, expérience. Alors, très bien. Donc, merci. Expérience marketing. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que ça va être important justement pour comprendre, pour intégrer ceci dans la globalité. Il faut qu'on comprenne qu'il faut, dans cette globalité, il faut qu'on traite l'expérience client, la proposition des valeurs et qu'on mette l'organisation et les process au profit de l'expérience client. Une fois que vous avez posé que vous avez réussi à poser votre parcours quelque part, ce qui va être important, ça va être de traiter les irritants. Donc, pour traiter les irritants, moi, je vous présente aussi une astuce et un moyen qui fonctionne très bien, qui est le cadran impact versus effort, qui va vous permettre de cibler quelles sont les actions qui vont vous demander les moindres efforts possibles pour un impact plus grand. Je m'inspire beaucoup de la loi Pareto qui parle justement des 20% d'actions pour 80% des résultats. Et c'est quelque chose qui va fonctionner et qui va fonctionner même en temps de crise. On utilise ce type d'actions quand il y a des moments de crise ou quand on lance un projet d'entrepreneuriat pour justement se concentrer et aller chercher l'impact chez les clients, chez l'utilisateur. Donc, il faut bien garder en tête qu'il y a des astuces justement pour pouvoir continuer dans une évolution continue, dans une amélioration continue, peu importe les contextes. Et il y a 2 points sur lesquels que je souhaite aborder, 2 points de friction qui sont très importants aujourd'hui et qui reviennent de manière très récurrente chez nos clients. Le premier est le focus attention qu'il faut avoir sur la recherche. Aujourd'hui, il faut savoir que les clients, quand ils viennent sur votre site, s'ils ne trouvent pas les produits qu'ils viennent chercher, ils partent s'ils ne trouvent pas l'information. Donc, quand je dis où est la data, je parle d'information, du contenu descriptif des produits. Aujourd'hui, s'ils ne trouvent pas du contenu, ils partent. On est sur des recherches de produits qui coûtent entre 1 000 et 100 000 euros. Donc, du coup, on peut pas se permettre de donner au client toute l'information dont il a besoin pour prendre une décision. Pareil, des frictions dans le parcours d'achat. Aujourd'hui, on n'est pas dans un parcours one-to-one, on est dans un parcours many-to-many. C'est-à-dire que, comme l'a dit précédemment Ramsi, dans un processus de décision aujourd'hui, on a une moyenne de 8 acteurs. Donc, comment aujourd'hui, moi, vendeur, je facilite la tâche à mon acheteur pour que la prise de décision soit plus facile, plus fluide et plus cohérente pour tout le monde. De notre côté, donc je voulais vous donner donc du coup un peu une solution. Nous, on utilise pour cartographier les différentes dépendances, on va utiliser les services Blueprint, un service Blueprint qu'on a adapté plus vers le secteur B2B. C'est un service, c'est une méthode issue du service design qui va nous permettre de cartographier
l'expérience client, l'expérience employé, tous les points de contact, donc c'est principalement adapté pour l'omnicanal, les processus, les outils, votre organisation, l'organisation du client et surtout les processus de décision qui vont être très importants en fait dans cette relation B2B. Alors, comment ça marche en fait? Vous allez prendre les customer journey que vous avez déjà, sur lesquels vous avez travaillé. Si vous n'avez pas travaillé les customer journey, donc c'est une timeline avec les actions de vos clients. Ensuite, ça fonctionne par couche et vous pouvez y ajouter les évidences, les points de contact, les ressources support, les rôles des employés, enfin les actions des employés. Et vous pouvez même ajouter, si vous voulez, donc du coup, les étapes des validations des paiements. Donc, en fait, c'est un outil qui va vous servir à cartographier toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre des décisions, pour ajouter, justement, diminuer les tâches de traitement, améliorer les points de douleur de vos employés et améliorer les points de douleur de vos clients. En résumé, sur cette… Rapidement, Maritza, parce qu'on est un peu en retard sur la partie. Voilà, très bien. Donc, en résumé, proposer une expérience globale cohérente sur tous les canaux est très important pour fidéliser les clients. Et donc, du coup, il faut surtout prioriser les irritants de vos utilisateurs pour pouvoir avancer, même en période de crise et dans une démarche d'amélioration continue de l'expérience. Voilà. Donc, du coup, je ne sais pas si ça te parle, Sophie, si tu trouves des informations intéressantes de ton côté. Ça me parle beaucoup, Maritza, et je vais essayer d'illustrer effectivement ce qu'on a fait ou ce qu'on est en train de faire sur ce parcours d'achat. Et on va voir qu'effectivement, il y a pas mal de points qui se raccrochent. Alors effectivement, tu as parlé de la data et du catalogue produit. Alors effectivement, pour Biwi, l'offre, et ce que j'ai un peu évoqué au début, c'est la clé. Enfin, la clé pour nous, l'offre, c'est le catalogue et le catalogue, c'est la data. Alors, comment on crée ce catalogue produit? Donc, sans trahir de grands secrets, chez Engie, pour gérer nos stocks, on utilise des ERP de tous les éditeurs connus sur le marché. Et donc, on fait des imports automatiques. On a travaillé pas mal avec nos collègues pour finalement leur expliquer pourquoi on faisait ça et qu'ils acceptent de nous donner leurs données. Et donc, on fait des imports automatiques mensuels de masse et on vient récupérer toutes leurs pièces de rechange qu'ils ont dans leur stock. Alors, on a travaillé sur les catégories qu'on voulait avoir, mais on importe plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de lignes chaque mois pour enrichir ces catalogues produits. Alors ensuite, ça c'est la première chose, mais c'est pas tout. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a beaucoup de produits qu'on peut trouver ce qu'on cherche, parce que il faut travailler sur cette qualité des données. Et je vous apprendrai rien si je vous dis que dans les systèmes SAP ou consorts, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Et donc il nous faut travailler. Alors on va dire la base, c'est sur la catégorisation, donc rentrer des produits dans des catégories de produits pour pouvoir les chercher. Être capable de donner finalement des informations, alors ce qu'on appelle des attributs. Alors après, il faut trouver le juste équilibre entre pas assez et trop, c'est-à-dire que quand on est un acheteur, on aimerait pouvoir avoir toutes les informations sur le produit, le trier dans tous les sens. Sauf que quand on est un vendeur, et d'autant plus quand on n'est pas un vrai fournisseur, puisque nos clients qui vendent des produits sont des entités du groupe, ils en ont jamais beaucoup des informations. Donc il faut trouver l'équilibre entre ce qui est vraiment nécessaire pour trouver ce qu'on cherche et ce qu'on a dans nos outils. Et puis, évidemment, au-dessus de ça, on a travaillé à développer des outils pour enrichir les informations, pour aller lire dans les descriptions, puisqu'en fait, beaucoup écrivent dans des descriptions des textes. Il faut les retrouver le nom des fabricants, la référence, et grâce à ça, aller pouvoir ajouter des photos, des documentations techniques. Donc, effectivement, le catalogue produit, la donnée sur ces fiches produits et la capacité à trouver ce qu'on cherche, c'est la première base du parcours. Tu en as parlé aussi un peu, et notamment sur la fidélisation, moi je le mettrai là, la sécurisation du flux financier. Donc on a fait le choix d'être accompagné d'un établissement de paiement externe qui propose un service qu'on appelle encaissement pour compte de tiers, donc validé par la Banque de France notamment, et qui nous permet à Biwi d'offrir un parcours sécurisé sur les paiements. Donc sécurisé à la fois pour les vendeurs et pour les acheteurs, avec des paiements en carte bleue ou en virement bancaire pour démarrer. Et donc ça va permettre effectivement au vendeur de faire envoyer sa pièce en toute sécurité, puisque l'acheteur aura déjà payé son produit. Et de l'autre côté, on va assurer l'acheteur que les fonds ne seront pas sur le compte du vendeur tant que lui-même n'aura pas réceptionné le produit et aura validé la conformité avec ce qu'il pensait acheter. Donc ça, c'est un service
qui permet effectivement de rassurer finalement les deux parties et c'est pas que ça, mais ça peut faire partie effectivement de la fidélisation, la sécurisation. Et puis le parcours d'achat, t'en as beaucoup parlé. Alors le parcours d'achat en B2B, effectivement, c'est très complexe. Aujourd'hui, nous, on a un parcours d'achat qui reste très simple. On n'a pas encore d'étape de validation. Alors effectivement, il faut rajouter des étapes de validation puisque dans le B2B, on a beaucoup d'acteurs, des opérationnels qui vont pouvoir choisir le produit dont ils ont besoin. Ils connaissent la technique. Et derrière, on va avoir des managers qui vont valider l'achat. On va avoir des acheteurs qui vont rentrer dans la boucle. Et donc, il y a beaucoup d'échanges à gérer. Comme tu disais, many to many. Et donc ça reste encore des choses assez complexes qu'on doit intégrer dans la plateforme. Donc aujourd'hui, on a ce parcours d'achat simple et on commence à offrir des possibilités d'échange, mais plutôt en one-to-one qu'en many-to-many. Donc le parcours d'achat, oui, c'est un gros sujet en B2B. Effectivement, oui. Merci Sophie, merci Maritza. Donc sur la partie marketing et performance, aujourd'hui, pour enchaîner, le rêve, disons, pour tout décideur e-commerce B2B ou digital marketing B2B, c'est d'avoir beaucoup de prospects et bien sûr leur présenter le produit, le magique produit et ils achètent. Donc ça serait le parcours le plus simple en termes d'achat, sauf qu'on sait très bien que ça se passe pas comme ça. Et aujourd'hui, ce qui s'offre aux responsables e-commerce B2B ou digital B2B, c'est des méthodes et des outils, que ce soit que l'entreprise passe par une agence ou le fait en interne. On a aujourd'hui sur le web une multitude de méthodes. J'ai rien contre les méthodes et les schémas, au contraire, pour moi ça cadre une démarche. Et ça permet en fait de donner du sens à une démarche, à guider les étapes du process marketing ou UX ou autre. Sauf qu'aujourd'hui, cette multitude d'outils fait en sorte en fait que c'est trop cadré et que ça ne permet pas de sortir des fois de la démarche pour aller tester des choses, chercher de nouveaux leviers par exemple. En résumant, en fait, moi j'ai essayé de résumer globalement l'ensemble de ces schémas-là pour donner, c'est vraiment un exemple, mais globalement tous reprennent en fait l'idée de parcours forcément. Donc le parcours qui est un utilisateur qui va connaître votre marque, qui va venir se renseigner sur le produit, qui va donner son email ou essayer de rentrer en contact avec la marque, et ensuite notamment achète et rentre en relation et un engagement avec la marque. Selon en fait ces étapes-là, vous avez en fait un rôle de mettre en place une stratégie de marque, de notoriété au début forcément. Après, une stratégie de contenu, on reviendra sur cette partie-là. Générer des leads, donc c'est l'activité, le cœur de l'activité marketing en B2B aujourd'hui, c'est avoir des leads qualifiés, faire du lead nurturing. Donc, une nurserie de lead, c'est-à-dire que étape par étape, essayer de transformer ce lead en client en les transformant, en transformant les prospects en clients. Si je fais un zoom sur la partie acquisition pure, aujourd'hui les leviers sont multiples sur le digital. Vous les connaissez, les réseaux sociaux, le search, qu'on ait un écosystème propre à la marque, comme des blogs ou des pages sur les réseaux sociaux, le média, le display, il y en a plein. L'idée ici, en fait, c'est sur ce schéma, c'est essayer de les positionner sur un schéma où l'axe horizontal, c'est la performance, le volume de leads qu'on peut obtenir éventuel, et sur l'axe vertical, les investissements, et en fait, plus on va en haut, plus le ROI est décroissant. Donc, le bloc le plus intéressant, disons, c'est le bloc qui est à droite, en bas à droite, donc le plus foncé, donc qui en fait, ça reste une moyenne, bien sûr, hein, et c'est une première approche sur le choix des leviers qu'en marketing B2B, sur lesquels en marketing B2B, on doit faire un focus, un arrêt pour les étudier et les tester en premier. Donc, bien sûr, il y a le SEO, le SEA, le Google AdWords PLA, donc la place de marché de Google, les Facebook, LinkedIn et Twitter. On a l'impression aujourd'hui en B2B que LinkedIn est très positionné
B2B, contrairement à Facebook et Twitter, mais en fait, c'est faux concrètement. Tous les tests et tous les clients B2B que nous, on a adressés aujourd'hui, ils ont des bons retours aussi sur une présence sur Facebook et Twitter si on les positionne et si on les adresse de la bonne manière en termes de contenu, en termes de ciblage, en termes de community management. Donc, du coup, il y a un travail à faire effectivement peut-être un peu plus que sur LinkedIn, sur ce réseau-là, mais le volume et le ROI est là quand même. Donc, du coup, il y a tous ces leviers à adresser. Donc, la mécanique paraît des fois complexe parce que ces leviers-là sont liés. Il faut les lier entre eux. Il faut raconter une même histoire, une même expérience, un même parcours. Et d'une marque à une autre, ça peut changer. Si je prends l'exemple influenceur et RP, sur certaines marques, ça va être un levier des plus importants. Alors que là, sur mon schéma, il est plutôt à gauche en haut, donc avec un ROI décroissant. Donc, il faut prendre avec des pincettes ce schéma-là et se dire, voilà, ça donne une première tendance sur mes choix et sur ce que je dois tester en premier, sans pour autant que ça soit gravé dans le marbre. Donc, refocus sur 3 de ces leviers-là. Donc, et je mettrai plus au centre la partie stratégie de contenu, qui est en fait le cœur du sujet marketing aujourd'hui. C'est-à-dire offrir des contenus des bons contenus pour attirer entre guillemets les clients et qui viennent se renseigner, avoir des contenus pertinents pour que le client perçoit en fait l'expertise que vous avez autour de vos produits. C'est le cœur du marketing digital B2B aujourd'hui. C'est offrir des contenus. Ensuite, ces contenus-là, forcément, il faut les diffuser. Et donc, les moyens pour le diffuser, c'est tous les leviers qu'on a vus. Donc, et notamment le search et le social media sur lesquels je fais un focus. Le search, pourquoi? Parce que ça donne un trafic maîtrisé via le SIA et via le SEO, un travail sur le long terme, mais ça reste un travail très orienté contenu. Donc, pour autant, on a un site bien optimisé, bien sûr, c'est pas le sujet, le SEO, mais le travail sur le contenu est clé. Le social media aujourd'hui est un levier de diffusion de contenu forcément et de gestion de communauté. Sophie nous racontera son expérience par la suite sur ce levier-là. Créer des bons contenus, de les diffuser aux bonnes personnes au bon moment, ça crédibilise une marque, ça crée du trafic et ça génère du lead et ça génère du client. Donc, et forcément de l'engagement. Donc, le contenu aujourd'hui raconte toute cette histoire. Si j'ai mis la petite photo à droite, c'est un bon exemple. Banksy, il a trouvé, en fait, c'est un artiste, ça n'a rien à voir, mais le positionnement de créer du contenu artistique de qualité et trouver le bon moyen pour le diffuser, qui sont les murs, donc un moyen disruptif en sorte, parce qu'il a trouvé il n'a pas exposé, il n'est pas dans les musées, mais plutôt dehors pour aller chercher les gens, donc pour exposer son travail. C'est une bonne stratégie de contenu. Créer du contenu, trouver le bon moyen pour sortir du lot et le diffuser aux personnes qu'on cible au bon moment. Donc, c'est ça la clé du marketing digital aujourd'hui. Bien sûr, il n'y a pas de solution miracle, hein. On s'adapte à un client, la typologie de contenu, les formats aussi. Quand je dis contenu, ça peut être une image, ça peut être une BD, ça peut être un quiz, ça peut être une vidéo ou un podcast. Donc, il y a une quantité de variété de contenus, de thèmes. Donc, il y a la recherche de thèmes qui est aussi importante. Suite à la mise en place de ces contenus-là et le fait de les diffuser, on se doit de suivre les performances de ces contenus-là pour en fait avoir un retour sur investissement, c'est-à-dire à suivre le ROI de ces contenus et de tous les dispositifs qu'on met en place. Donc, j'ai un contenu, je le diffuse sur un blog et je fais une campagne SIA pour soutenir les visites sur ce blog. Il faut que je calcule le suivi des performances. Donc, je définis mes objectifs. Donc, première étape clé, donc je définis quels sont les objectifs. Est-ce que c'est de la visibilité sur ce contenu-là ou est-ce que je vais jusqu'au recrutement au lead, par exemple? Je crée un plan de suivi, je tag tous mes tunnels de conversion, je crée des segments sur mes outils et j'ai mes événements. Mes segments, c'est souvent lié à des typologies de visiteurs. On accélère, Ramzi, excuse-moi de te couper. On n'a vraiment plus qu'une minute, même pas. Ok, donc il y a le choix des outils aussi. Il y a les outils analytiques, les tableurs, la data vise. Il y a des outils dédiés au point de friction aussi qu'on peut mettre en place. Et bien sûr, l'analyse des données, donc en tirer des décisions et avoir en interne chez vous ou en agence les ressources et des expertises pour analyser ces datas-là et en tirer vraiment une prise de décision. Je voulais faire un focus aussi sur le mobile, je vais aller très vite. Le mobile aujourd'hui, on l'a vu, il fait partie
concrètement du parcours d'achat. Les utilisateurs sont plus jeunes, donc forcément ils l'utilisent plus souvent, soit dans le choix des produits, juste en recherchant d'abord les produits qu'ils veulent acheter ou se renseigner sur le web, comme on le fait en B2C aussi. Donc c'est un comportement tiré du B2C, mais qui vient de là. Mais en B2B, le mobile peut aussi servir soit à suivre ma livraison, à contacter le SAV, à négocier aussi via un chat avec le commercial, à négocier les prix. C'est une étape clé en B2B. Donc il faut surfer sur cette vague-là, avoir les bons moyens, pour ça je mets avec la bonne planche, avoir les bons moyens et la bonne technique, la bonne méthodologie pour intégrer le mobile dans ce parcours-là à des points importants. En résumé, le projet e-commerce Ok, il marketing. faut vraiment qu'on accélère, il est 35, donc il nous reste 10 minutes pour clôturer, donner la parole à Sophie et, et faire les questions-réponses. Donc l'idée est d'associer l'ensemble des briques e-commerce marketing en amont du projet, créer du contenu, on l'a vu, c'est clé, une démarche d'automation parce que le parcours est compliqué, la cible est multi-profil, donc du coup la démarche de créer de l'automation est intéressante aussi. Avoir la data en fait pour analyser les performances et les optimiser. Voilà, donc c'est globalement les points clés en résumé pour créer une stratégie marketing aujourd'hui. Et comme je disais, donc Sophie pourra nous raconter son expérience sur cette partie performance marketing. Merci Ramzi, effectivement. Donc sur ce sujet acquisition et gestion de la communauté, j'ai voulu mettre en avant trois sujets qu'on traite. Donc le premier, alors je vais pas y passer beaucoup de temps, mais effectivement, on avait un nom de projet interne, et on a fait un gros travail important, mais qui nous semblait nécessaire sur finalement quel était vraiment le positionnement de cette plateforme, avec pas mal d'entretiens à la fois de nos utilisateurs, de nos sponsors, et on a travaillé au branding de cette plateforme qui nous a amené à BeWe, The Common Warehouse, pour justement que tout le monde finalement se retrouve sous ce nom de produit. Donc un positionnement clair avec un branding associé. Tu l'as évoqué Ramzi, et ça nous a semblé à un moment donné dans le parcours du projet important pour passer à une étape ultérieure. Ensuite, donc la stratégie d'acquisition ou de rétention, j'en ai parlé un peu. Donc effectivement, on est beaucoup sur je cherche, je trouve, et donc toute notre stratégie d'acquisition, elle se concentre pour soutenir finalement cette promesse que l'on fait à nos utilisateurs. Donc évidemment, le contenu, il est clé, hein, tu l'as dit. Donc que ce soit à la fois dans l'acquisition et dans la rétention, on fait beaucoup de contenu, donc des posts, des articles. Alors la petite subtilité, c'est que on est en B2B, mais on n'est pas ouvert sur Internet. Donc en fait, on est on est en interne du groupe Engie, donc c'est déjà très large. On s'ouvre à des partenaires préférés d'Engie, donc que ce soit des fournisseurs, que ce soit des sociétés industrielles, des industriels comme nous avec lesquels on noue des partenariats pour répondre à des appels d'offres. Donc voilà, ils peuvent rentrer avec nous dans la plateforme. Ça peut être aussi certains de nos clients. Donc on n'est pas sur Internet, donc effectivement il faut trouver les leviers pour aller aller chercher ces personnes que l'on cible en particulier. Donc on a beaucoup de réseaux internes à nos entreprises et on table effectivement sur du contenu qui va intéresser nos utilisateurs. Donc pour faire simple, les nouveaux stocks qui sont disponibles, la mise en avant de certains produits, ce que les utilisateurs ont déjà trouvé et ou ont déjà vendu grâce à la plateforme. On a aussi finalement, parce que parfois on ne trouve pas, des gens qui viennent chercher de l'aide, donc à la fois des pièces ou des conseils pour installer ces pièces, et donc on relaie aussi ça sur les réseaux sociaux ou via des emailing. Et sur la rétention, donc effectivement, on a mis en place tout un tracking finalement de notre plateforme, donc où sont nos utilisateurs, où est-ce qu'ils viennent, où est-ce qu'ils cliquent, où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils ne vont pas, pour mieux comprendre et améliorer finalement le parcours qu'on leur propose. Et aussi, on leur demande finalement de nous donner un peu leur centre d'intérêt. Donc, au-delà de leur métier, de leur géographie, finalement, on veut en apprendre plus sur eux pour pouvoir ensuite leur envoyer des communications extrêmement personnalisées et pas les noyer avec des informations qui n'ont pas d'intérêt pour eux, et donc les faire revenir sur la plateforme parce qu'ils vont y trouver des contenus, encore une fois, sur des produits, sur des supports ou sur des compétences que eux-mêmes peuvent apporter qui sont vraiment pointues par rapport à leur centre d'intérêt. Et puis effectivement, j'ai dit la naissance d'une communauté parce que ça fait partie des sujets de comment on anime ces personnes, comment elles reviennent sur la plateforme.
alors on a travaillé pas mal sur cette communauté. On arrive à la conclusion que finalement nos utilisateurs, ce n'est pas une communauté homogène qu'on peut engager de manière assez simple. Ça reste effectivement le point commun de toutes ces personnes, c'est de travailler sur des services de maintenance. Maintenant, on a à la fois des opérationnels ou des acheteurs, on a des gens spécialisés dans les équipements électriques, mécaniques, voilà. Et donc, ce qui nous a semblé important, c'est de trouver le point commun entre tous dans cette communauté, et c'est les services de maintenance. Et donc, l'objectif, c'est de travailler à animer cette communauté avec une stratégie finalement éditoriale qui soit inclusive et donc qui ne soit pas une promotion de la plateforme BeWe, mais plutôt une mise en avant finalement de ses membres les plus actifs, des ambassadeurs, donc nos premiers grands utilisateurs qui nous soutiennent et qui eux-mêmes vont aller communiquer dans leur région, dans leurs entités, la proposition de valeur de la plateforme. Voilà en quelques mots sur la stratégie d'acquisition et la gestion de la communauté de BeWe. Merci beaucoup, Sophie. Donc, conclusion rapidement, en fait, one versus many, donc on en a parlé tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est le parcours est multiple. Le parcours le parcours de décision implique plusieurs personnes. Donc, forcément, l'UX, le marketing, la stratégie de commerce doit prendre en compte cette partie-là. La fidélisation plutôt que l'acquisition, donc l'effort sur la fidélisation doit être vraiment mis en place par les marques B2B parce qu'aujourd'hui ça coûte moins cher de fidéliser et de garder un client qu'à d'aller chercher un autre. Contenu et stratégie de contenu, c'est clé aujourd'hui, donc avoir une bonne stratégie de contenu, la positionner pour la diffuser, pour adresser à la bonne personne au bon moment, c'est clé aussi. L'expérience basée sur une relation cohérente sur l'ensemble du parcours, créer une expérience, ce qu'on dit une expérience unifiée est clé, et l'expérience et marketing devront être des atouts complémentaires. Donc, l'idée, c'est que l'UX et le marketing, pourquoi on associe ces deux sujets aussi aujourd'hui? Parce qu'on pense que autant l'IT, l'UX et le marketing doivent être associés vraiment en amont du projet pour créer cette expérience-là, penser à l'ensemble des éléments du parcours. Ok, super. Merci beaucoup à tous les trois. Bon, on a un petit peu mangé sur le timing, mais c'est pas grave. On va entamer tout de suite les questions. J'ai Antoine qui a une question pour Sophie. Pour le catalogue produit, vous parlez d'un port ERP, mais avez-vous une solution PIM permettant d'enrichir les données produits, attributs hors ERP, et permettre une diffusion efficace sur l'ensemble de vos canaux? Oui, alors effectivement, on a cette solution. En fait, notre outil il est basé sur un outil du marché type marketplace qui vient avec un PIM. Donc, on récupère des informations des ERP qui sont comme elles sont. Hein. L'objectif, c'est pas de demander à nos collègues d'enrichir leurs données directement dans leur système SAP. Ils ont d'autres choses à faire. Et effectivement, on va aller enrichir avec des data scientists, hein, notamment les données qui nous viennent, à les retrouver dans ce qu'on nous donne, de mieux positionner les informations et d'aller chercher carrément sur les sites des informations pour compléter notre catalogue. Oui. Ok, super. J'ai Marie qui a une question pour Maritza. Comment faire évoluer son moteur de recherche sur son site e-commerce? Ah, Maritza, on ne t'entend pas. Peut-être couper ton micro. Oui, ça y est, j'avais coupé. Alors, faire évoluer les moteurs de recherche, je pense qu'il faut déjà, faut bien être très ami avec Analytics, hein. C'est lui qui va vous donner les résultats concernant l'utilisation du moteur. Et donc, du coup, pour le faire évoluer, il faut déjà savoir quels sont les critères des recherches de vos utilisateurs. Ils vont avoir des critères qui sont très importants pour pouvoir comparer les solutions et les informations. Et ces critères vont être importants pour leur donner l'information qu'ils demandent. Donc, s'il y a des évolutions à prévoir, elles sont dans ce sens, dans le sens de l'automatisation, dans le sens de l'anticipation, de prévoir, de lui donner ce qu'il cherche avant même qu'il le demande. C'est large, mais on pourra en parler si tu veux plus tard, Marie. Très bien. Et j'ai Valérie qui pose une question. Alors, je pense peut-être pour Ramzi. La stratégie B2B est exactement la même que celle du B2C, c'est-à-dire que les deux doivent fusionner. Alors, fusionner à moitié parce que effectivement, il y a beaucoup de points de commun. Néanmoins, là, par exemple, si on revient sur la cible qui est multiple et qui est sur laquelle, sur un même parcours, en B2B, on a un seul parcours. Alors, quand je dis un seul parcours, le parcours d'achat, mais dans le parcours, il y a plein de décideurs. Donc, du coup, effectivement, on adresse
un marketing un peu plus différent. Donc, elles ne peuvent pas fusionner à 100%. Les contenus doivent être différents, l'approche et les leviers sont différents et le PNL est forcément différent. Aujourd'hui, pour avoir un suivi des coûts d'acquisition, par exemple, nous, ce qu'on met en place, on met en place un PNL, une sorte de forecast pour évaluer dans le futur les performances pour chaque action marketing. Et après avoir évolué ces performances-là, on met en place les actions et on utilise ce PNL comme feuille de route pour évaluer est-ce qu'on est au-delà ou en dessous des objectifs. Donc, effectivement, et ces objectifs-là sont forcément différents de ce qu'on fait en B2C. Donc, les stratégies peuvent se côtoyer. Comme si on prend la Fnac par exemple, qui a une stratégie B2B et B2C, même si le B2B n'est pas visible. Donc, mais les actions, les actions marketing sont très différentes et forcément les coûts d'acquisition et autres. Ok, très bien. Et ben justement, il y a une question de Géraldine qui demande quel est le coût d'acquisition classique en e-commerce B2B? C'est à peu près la même réponse. Hein. Ce que je fais, il n'y a pas vraiment de coût d'acquisition à type, même si on revient aujourd'hui à un coût d'acquisition autour de 60-70 € en moyenne dans les études, et ça reste quand même un coût d'acquisition moyen qui ne va pas vous parler à vous parce que votre secteur c'est plus 200 €, l'autre c'est 10 €. Voilà, donc ça répond pas. Donc du coup, nous ce qu'on fait, voilà, c'est on pose ce PNL là, on estime les performances et on a un coût d'acquisition pour chaque action. Par exemple, si je dis je mets 4 000 € sur le SIA et tant sur le community management, on va estimer le coût d'acquisition qu'on va avoir dans le futur avec plein de coefficients qu'on met en place. Et suite à ce PNL là, on va suivre les coûts d'acquisition dans le temps, on va essayer de les optimiser grâce à la data, grâce à l'analytique et grâce au test and learn, parce que ça reste du test and learn, le digital. On teste des leviers, on teste des contenus, ça ne marche pas, on a le moyen de couper très vite et de rectifier le tir très vite. Donc, c'est l'avantage du digital, il faut en profiter. Ok, alors une dernière question qu'on va prendre, c'est Geoffrey pour Sophie. Est-ce que Biwi est connecté au stock des fournisseurs type fabricants de turbines directement ou uniquement au stock tampon des sociétés utilisatrices? Votre challenge du coup, est-ce le sourcing ou la vente? Alors non, pour l'instant, on n'est pas connecté en direct au stock de nos fournisseurs, mais on y travaille, hein, c'est-à-dire qu'on est en train d'expliquer la valeur pour nos fournisseurs de venir déjà partager leur stock et je pense qu'on est en train d'en convaincre les plus grands, les plus gros fournisseurs, les fournisseurs stratégiques d'Engie sur ce sujet. Donc on va déjà tester avec eux, hein, ils sont en train de nous préparer un fichier avec une partie de leur stock, voir effectivement s'ils arrivent finalement à vendre ces stocks à l'intérieur du groupe. Et donc, on espère que ça sera positif. Et donc, on pourra aller l'étape d'après, ce sera de se connecter en temps réel. Donc, aujourd'hui, on est vraiment connecté plutôt au stock relais, ceux qui ont été achetés aux fournisseurs. Et la question subsidiaire, c'était est-ce que l'enjeu, c'est plutôt la vente ou l'achat? C'est les deux en fait. On peut pas. En fait, il faut motiver nos collègues et nos fournisseurs à venir partager leur stock. Donc au tout début de l'histoire, on est parti en disant qu'on allait partager uniquement les pièces qui ne sont pas utiles là où elles sont. Et en vérité, c'est très compliqué à identifier ces pièces non utiles. Alors soit les surplus, soit les pièces entre guillemets obsolètes, parce qu'elles sont pas toujours taguées comme ça dans les systèmes. Et donc de fil en aiguille, on est passé sur un partage de tous les stocks. Alors ça veut dire que les gens qui viennent partager leur stock ne sont évidemment pas obligés de vendre leurs pièces parce qu'il peut y avoir à l'intérieur des pièces dites capitales. Et donc effectivement, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu de rendre visible son stock et de pas avoir peur parce que derrière on peut être taxé d'avoir trop de stock, de pas avoir géré son stock correctement et ça c'est pas du tout notre sujet. Notre sujet c'est plutôt de partager, de savoir et de pouvoir aider, même si derrière on a besoin de cette pièce, on a peut-être besoin que dans 3 mois ou dans 6 mois, et son collègue en a besoin maintenant, et ça c'est important de le dépanner parce que lui il perd beaucoup d'argent s'il n'a pas cette pièce. Et effectivement, alors l'enjeu d'achat il est presque moins complexe parce que finalement quand on cherche des pièces, alors il y a deux étapes, je vais essayer de faire court, mais la première étape c'est en fait les gens viennent tout de suite parce qu'ils sont en galère en quelque sorte, et donc c'est le seul moyen de trouver la pièce pour réparer tout de suite. Et l'enjeu en fait c'est de faire du change là-dessus avec les équipes achats et de passer finalement à un mode d'achat un peu différent, de venir voir d'abord dans les stocks avant d'acheter chez les fournisseurs externes du neuf. Ok, super. Bon, et ben très bien. On va quitter maintenant le webinaire parce que ça fait déjà 50 minutes. Merci à tous.